Bonsoir à tous et bonsoir Inès. Merci beaucoup Bonsoir. pour le temps que vous nous accordez pour cette interview aujourd'hui avec Scoot en Bourse. Donc, vous avez un parcours impressionnant dans le monde de la finance. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller voir votre profil LinkedIn pour en savoir plus. Vous avez été nommé European Sustainable CEO of the Year. Désolé, avec mon accent français à couper au couteau. Et ma première question donc, pour cette interview, c'est est-ce que vous avez toujours été impliqué dans le développement de la finance responsable ou bien y a-t-il eu un moment dans votre carrière où vous avez eu un déclic qui a amorcé votre engagement dans ce sens? Alors, bonsoir Marc-Antoine et merci de me proposer d'intervenir sur ce sujet qui, comme vous le savez, me passionne. Alors, est-ce que j'ai été impliquée depuis longtemps? Je dirais oui. Ça fait vraiment longtemps. Si je donne quelques éléments de temps, en 2009, quand j'étais à l'époque responsable de la RH de la Société Générale, j'avais déjà lancé une réflexion sur la politique qui, à ce moment-là, à cette époque, s'appelait plutôt CSR, pour Corporate Social Responsibility, de la Banque de financement et d'investissement de la Société Générale. En 2012 aussi, chez Lyxor, j'avais mis en place la politique ISR. Et en 2016, alors là, j'ai mis un coup d'accélérateur sur ce focus-là, avec une politique ESG d'Aviva Investors France complète, et qui s'est également accompagnée en 2019 d'une politique de vote sur les entreprises françaises. Alors, au départ, en fait, il faut bien dire que l'orientation, elle portait principalement sur l'environnement, donc tout au début de mon implication, sur le gaspillage des ressources notamment, et puis une attention à l'humain, mais c'était plutôt sur des sujets qui concernaient l'entreprise elle-même et pas encore au niveau des financements et des clients. Ma prise de conscience climatique, elle, je dois dire, elle est plus récente. Mais en tout cas, de tout temps, j'ai toujours prôné une finance avec du sens. Et je pense que dans la notion d'investissement responsable, même si à l'époque on n'utilisait pas encore responsable, ça signifiait déjà une approche de long terme, un respect des engagements des clients. Et par exemple, en 2009, le département que j'avais dirigé est devenu conseiller du gouvernement et du Trésor sur des problèmes d'emprunts dits toxiques. Donc, on voit bien déjà qu'à l'époque, c'était pas complètement les emprunts dits socialement responsables, probablement. Donc, je dirais pas qu'il y a eu un moment spécial avec un déclic, mais en revanche, probablement, mon approche et mes convictions, elles se sont affinées, affirmées au fil du temps, et avec une structuration plus directe pour le business dans l'investissement à partir de 2016. Et écoutez, effectivement, c'est très clair. Alors, c'est vrai que si je parlais d'un déclic, c'est vrai que depuis la crise du coronavirus, depuis cette crise sanitaire, on voit qu'il y a beaucoup plus de sensibilisation de la part de tous les acteurs du marché sur l'investissement socialement responsable. Donc ça a été vraiment un déclic pour beaucoup de gens. Mais vous, c'est bien plus ancien que ça, puisqu'effectivement, alors, on peut lire en fait donc deuxième question, on peut lire dans le magazine Forbes, justement, vous parliez d'Aviva Investor, que vous souhaitiez en faire le champion de l'investissement socialement responsable. D'une façon générale, au fil des années, est-ce que vous avez rencontré de la résistance quand il s'agissait d'implémenter des solutions ISR dans de grands groupes financiers, ou au contraire, est-ce que ces solutions ou ces investissements ISR ou ces pratiques étaient plutôt bien accueillis par vos collaborateurs? Alors, je peux pas dire que j'ai vraiment un souvenir de résistance au sens actif du terme, mais en revanche, très clairement, l'investissement responsable, c'était pas une priorité chez la grande majorité de nos clients et des entreprises dans lesquelles on investissait. Mais petit à petit, en fait, la réglementation et la législation aidant, je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, de l'article 73, qui oblige les investisseurs notamment à publier leur consommation carbone de leur portefeuille. Donc cette réglementation et la législation sont venues mettre la pression, notamment aux investisseurs institutionnels, pour avoir les sujets responsables au cœur de leur réflexion. Alors, les sujets climat, pour le coup, ont été les premiers sur lesquels ils ont été sensibles très fortement, et puis sont apparus les sujets de gouvernance. Et c'est probablement plus récemment, et notamment avec la crise du Covid, que le social, ça devient un élément également sensible. En fait,
avant, je dirais avant le Covid, on ne peut pas dire que le sujet social n'existait pas, mais c'était un sujet qui était utilisé surtout pour mesurer un risque. Par exemple, le risque de sécurité pour les entreprises de matières premières, dans le cas de ANZ par exemple, si on prend un exemple concret, ou alors un risque de rentabilité avec des risques de grève pour des entreprises comme la SNCF ou la RATP. Mais en termes de développement de l'investissement responsable, je dirais on est passé de rien après, au bout de quelques temps, c'était un nice to have, donc il y avait des investisseurs qui étaient contents de commencer à mettre une empreinte. Je pense que ça devient de plus en plus un must-have pour les investisseurs français institutionnels, et c'est aussi en plus demandé par les épargnants individuels eux-mêmes. Par contre, il faut quand même garder en tête que la France est en avance sur ce sujet et on a encore de nombreux pays où les investisseurs sont moins sensibles à cette problématique. Donc, il y a encore des différences selon les typologies d'investisseurs ou les types d'endroits où on va. Mais ce qu'on peut dire, je crois, c'est que le changement de comportement des investisseurs, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il s'accélère de plus en plus, et ce, partout dans le monde. C'est excellent. Et donc, vous dites que la France est en avance. Alors, je sais que la France a de nombreux labels, label ISR, label Greenfin, etc. Mais on est vraiment en avance sur ce sujet-là par rapport, par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis. Je sais qu'ils sont un peu en retard à ce niveau. Alors, je pense qu'effectivement, la France est plus en avance, d'abord parce que c'est un sujet sur lequel elle s'est sensibilisée plus tôt. On voit bien qu'en France, à Paris, le gouvernement, l'État, la sphère publique s'est emparée très tôt de sujets, et notamment du sujet climatique. Hein. On voit bien que la France est leader et pousse l'ensemble du monde à travailler en ce sens. On parle des accords de Paris, c'était quand même un point d'étape assez important. Donc, je pense qu'effectivement, la France s'est sensibilisée plus tôt que beaucoup d'autres pays, et à tel point qu'elle a été une des premières à se légiférer sur ces sujets-là. On peut voir, par exemple, moi, j'ai été très surprise de voir que jusqu'à assez récemment, par exemple, l'Angleterre et les investisseurs anglais étaient moins sensibles que les investisseurs français. Là où les investisseurs français nous demandaient systématiquement dans des appels d'offres quelle est notre position en ESG, comment on le décline dans nos portefeuilles, etc. Je voyais encore des investisseurs il y a 18 mois qui me disaient, moi, de toute façon, si ça a un impact sur ma performance, c'est pas un sujet que je vais traiter pour le moment. En France, on n'entend plus jamais ça. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai que ça a été, en tout cas dans le passé, moi c'est ce que j'entendais. On me disait toujours, ok, c'est bien l'investissement socialement responsable, mais si ça impacte la performance, c'est vrai qu'en France aujourd'hui on n'entend plus ça. Je ne savais pas que c'était encore des choses qu'on pouvait entendre en Angleterre ou ailleurs. Alors, oui. Vous êtes aussi une spécialiste des ETF et des produits structurés. Dans votre carrière, vous avez été responsable de certains desks. L'offre ESG en termes d'ETF est quand même assez bien développée aujourd'hui, en Europe en tout cas. Pouvons-nous imaginer d'aller plus loin dans les années à venir, c'est-à-dire d'aller plus loin que les simples critères ESG et trouver des produits financiers cotés qui aujourd'hui sont très peu disponibles pour les particuliers et très souvent pas cotés? Je pense notamment à tout ce qui concerne l'investissement à impact, donc des fonds d'investissement qui vont financer des logements sociaux, des hôpitaux, des micro-entreprises ou ce genre de choses. Est-ce qu'ils pourront à terme peut-être devenir plus accessibles, je dirais? Je pense que la problématique de l'accès à des financements, comme vous l'avez cité, de logements sociaux, de micro-entreprises, c'est comme vous l'avez dit que ce sont généralement pas des produits cotés. Et en fait, c'est avant tout cet aspect d'illiquidité qui les rend inaccessibles aux investisseurs particuliers. Donc, à mon avis, il faudra malheureusement encore du temps pour faire évoluer ça. Il y a deux raisons principales, à mon sens. C'est d'une part, on a quand même en France une méconnaissance financière qui rend les épargnants individuels plus averses à la prise de risque, à la prise de risques financiers qui sont vus comme, je dirais, normaux dans d'autres pays. Vous savez qu'en France, on a d'énormes gisements d'épargne réglementée, d'assurance vie, de choses qui sont très peu risquées, voire garanties.
Je pourrais revenir peut-être un peu plus tard si on a le temps sur ces points et notamment les raisons de cette différence de connaissances financières et d'aversion au risque. La seconde raison, c'est qu'on a des régulateurs qui, à mon sens, ont peut-être un peu mélangé ce que c'est qu'un risque financier et un risque des liquidités. Et on a du coup aujourd'hui des régulateurs qui imposent une liquidité fréquente aux produits qui peuvent être vendus aux épargnants non professionnels. Et ça va éliminer un certain nombre de produits, notamment des produits à impact. Parce que finalement, dans beaucoup de cas, les produits où on va avoir un effet assez direct sur le socialement responsable vont être des produits illiquides. Pour moi, à mon sens, un produit qui est vendu avec une sortie dans 10 ans, c'est pas forcément plus risqué qu'un produit dont on peut sortir tous les jours. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le premier, on peut pas le récupérer avant 10 ans, même si on en a besoin. Mais c'est pas la même chose de pas pouvoir y avoir accès que le risque du produit lui-même. Si on est dans un cadre d'une retraite dans 10, 20 ou 30 ans, de mon côté, je vois pas vraiment de souci à avoir des produits dits liquides, mais qui du coup pourraient avoir une orientation impact plus important. Le régulateur, visiblement, n'a pas du tout la même approche que moi et c'est lui qui gère les règles à ce stade. Donc pour moi, si je peux conclure sur cette question-là, il faudrait à la fois que les investisseurs soient plus sensibles à la nécessité d'investissement long terme, qu'ils soient prêts à abandonner la liquidité d'une partie de leur épargne, parce que c'est quand même la première raison qui fait que on va avoir des produits qui en ce sens, et en même temps, en parallèle, de demander aux régulateurs de s'ajuster et d'autoriser la souscription de ce type d'investissement. Mais avec les conditions de marché actuelles depuis quelques années, on voit bien que le régulateur réfléchit aussi de son côté comment il pourrait, sans mettre un risque énorme sur les épargnants individuels, peut-être permettre certains accès. Et d'ailleurs, des produits comme le plan d'épargne retraite, le PER, va tout à fait dans ce sens. Et donc, si ces deux conditions sont remplies, je vois pas d'obstacle, mais c'est quand même deux grosses conditions qui sont pas encore du tout là, à mon avis. Bah, vous parliez d'éducation financière des Français et c'est vrai que les produits long terme ne sont pas un problème si on alloue correctement son portefeuille sur des placements long terme, sur des placements plus court terme, en fonction bien évidemment de sa situation personnelle. Effectivement, voilà, c'est pas un problème si c'est bien fait. Maintenant, c'est sûr que si on met toutes ces économies dans quelque chose qui est à horizon 10 ans, 20 ans, ça peut, voilà, c'est un problème d'éducation, effectivement, je pense. Oui, il y a un sujet d'éducation financière, effectivement, là-dedans. Alors, peut-on imaginer, alors je crois que vous êtes membre du comité de direction de Euronext, si je ne dis pas de bêtises. Je suis au conseil d'administration de Euronext Londres. D'accord. Alors, peut-on imaginer Euronext implémenter une bourse, enfin ce qu'on appelle en anglais un exchange, qui serait spécialement dédié aux produits verts, aux produits à impact et aux produits socialement responsables? Et est-ce qu'on pourrait même imaginer l'implémentation d'un exchange donc, qui serait doté d'une structure technologique elle-même verte? Alors, déjà, à mon avis, pour imaginer une bourse, je vais utiliser un terme un peu générique ESG, il faudrait d'abord avoir une définition arrêtée de ce qu'est un produit ou une entreprise avec ce label. Et je dirais c'est un peu la même remarque pour une infrastructure technologique dite verte. Or aujourd'hui, de mémoire, je crois qu'il y a plus de 150 labellisations différentes. Donc une uniformisation des critères est quand même un prérequis très important pour éventuellement arriver à ça. Ensuite, en fait, je pense, comme je le disais précédemment, en fait, je pense que le monde des investissements va devenir une activité ESG, verte, à impact, quelle que soit la dénomination, dans son ensemble. Donc, les produits listés actuellement qui feront plus partie de la cote future, ne feront plus plutôt partie de la cote future, si les entreprises, elles, ne se sont pas transformées en ce sens. Et pour une raison simple, c'est que plus personne ne les achètera. Et donc, pour moi, la bourse de demain, de toute façon, quelle qu'elle soit, même si elle part de l'existant, elle sera naturellement dite ESG puisqu'elle sera constituée des investissements actuels qui auront su se transformer
et puis de nouvelles activités qui se seront développées autour de ces notions-là. Alors après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il faut créer un compartiment en attendant pour différencier? Alors peut-être, pourquoi pas, mais encore une fois, il faut revenir à mon premier point, c'est qu'il faudrait avoir une vraie définition de ce que ça veut dire, et c'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est très vague et c'est très large aussi, hein. Ce sont des critères très larges. Donc selon vous, en fait, dans les années à venir, on parlerait même plus de ESG, en fait. Ce sera un prérequis, ce sera quelque chose d'intégré, de logique, de normal, quoi. Oui, tout à fait. Pour moi, ça sera l'investissement tournera autour de critères qui ne seront plus des critères optionnels, mais qui seront des critères nécessaires pour que les investisseurs acceptent d'investir dans vos produits et dans vos entreprises. Excellent. Bah, j'espère vraiment que ça va aller dans ce sens-là parce que ce serait vraiment encore plus passionnant. Alors, dernière question que j'avais préparée pour cette interview. Au fil de votre carrière, vous avez occupé des postes en salle de marché en étant responsable d'activités de trading. Pensez-vous qu'on peut aussi appliquer des critères qui seront du coup propres au trading? Ça serait peut-être pas forcément les mêmes critères que ceux pour l'investissement socialement responsable, du coup, pour rendre le trading en quelque sorte responsable. Je pense notamment à ce que font déjà certains spéculateurs par eux-mêmes qui refusent d'intervenir sur les matières premières agricoles, ou bien qui ne pratiquent pas la vente à découvert, ou alors qui se limitent dans l'utilisation des effets de levier ou ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable de faire? Par exemple, ce que j'ai en tête, c'est un label trading ISR. Alors, je vois deux éléments un peu différents à votre question et donc à ma réponse. Excusez-moi, je fais juste une lumière. Donc, encore une fois, évidemment pour moi, les produits qui seront traités dans le futur, ce seront des produits qui seront dits responsables, on va dire responsables au sens large, donc y compris dans les salles de marché. Ça voudra dire que ces produits devront démontrer un côté vertueux, un côté long terme, un côté respectueux de l'ensemble des parties prenantes, sans compter parfois des orientations climatiques, etc., mais probablement pas pour tous non plus. Les autres produits disparaîtront, à mon sens, ça c'est le sens de l'histoire, je ne vous dis pas que ça sera demain, mais je pense que c'est vraiment le sens de l'histoire. Par contre, je pense que la plupart des produits de marché peuvent en fait répondre à ces critères. La seconde question, du coup, elle est pour moi d'un autre ordre, c'est celle plutôt de l'utilisation de ces produits. Et là encore, je pense que dans la plupart des cas et la plupart des usages, ça répond déjà à cet objectif de responsabilité, que ce soit socialement, climatique, d'autres styles de responsabilité. Mais quelque part, être responsable et avoir un côté engagé de ce qu'on fait. Après, vous m'avez cité l'exemple des matières premières et des découvertes. Moi, de mon côté, je suis pas complètement certaine que refuser d'agir sur les matières premières dans toutes les circonstances soit une bonne idée. Je prends un exemple simple, c'est sur les contrats futurs de matières premières. Est-ce que vous savez qu'il y en a quand même un certain nombre qui servent, entre autres, à permettre aux agriculteurs d'assurer une visibilité du prix auquel ils vont vendre leur récolte. Donc ça leur permet quand même d'assurer des revenus connus à l'avance au lieu d'avoir un aléa de dernière minute et du coup éventuellement même une pression potentielle d'acheteurs sur les prix. Donc on voit que dans certains cas, une bonne utilisation du produit, quel qu'il soit, et là je vous prends l'exemple des matières premières, vous disiez il y en a qui refusent. Moi je suis pas sûre qu'il faille forcément refuser d'aider les agriculteurs. Maintenant, si c'est faire des squeezes pour justement à la dernière minute pouvoir avoir un biais et une pression sur les acheteurs ou les vendeurs, là, ça me paraît pas la bonne utilisation. Si je prends un autre exemple, les ventes à découvert dont vous m'avez parlé, c'est sûr qu'il peut y avoir des abus, on l'a bien vu, il faut les combattre, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Il faut avoir en tête qu'il y a un certain nombre d'études qui ont montré que la pression des vendeurs à découvert était souvent plutôt bonne pour l'entreprise. Et il me semble que pour moi, c'est davantage probablement l'horizon de temps qui est regardé par les investisseurs pour cette création de valeur ajoutée, voire peut-être parfois aussi les méthodes de communication utilisées, que le mécanisme lui-même du produit qui serait à y revoir. Donc je pense que ce
ce qu'on peut dire, c'est que le trading, comme le monde des investissements, le monde du trading doit avancer dans sa transformation pour être un endroit où les produits utilisés, les produits achetés, les produits vendus et la manière dont les acteurs interviennent sur ces marchés soit des investissements, des comportements responsables. Donc en fait, si on résume, et je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est pas un problème de produits, c'est un problème de comment on les utilise et qu'est-ce qu'on fait avec. Pour moi, tout à fait, oui. Alors, j'ai plus de questions, mais on a 2-3 questions de membres. On va pas pouvoir peut-être répondre à toutes les questions ce soir des gens qui nous écoutent, mais si vous avez des questions, vous pourrez toujours poser vos questions. D'ailleurs, ceux qui regardent la rediffusion sur YouTube, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Donc, on a une question de Claudine Maurier, donc, qui nous demande quelle institution pourrait imposer une définition universelle des produits ESG? Alors, ça, c'est une belle question à laquelle je pense que je ne vais pas pouvoir répondre ce soir, parce que universel, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que déjà, pour arriver à avoir une définition ESG européenne, c'est déjà compliqué, on n'en a pas. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle la taxonomie européenne qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'essayer de mettre un certain nombre de définitions, mais on n'est quand même pas arrivé... on n'est pas arrivé totalement au bout, à mon avis, du sujet, d'autant plus que je pense que les sujets ESG sont quand même des sujets assez nouveaux. La manière dont il va falloir les traiter va évoluer elle aussi au fur et à mesure de la maturité du sujet et, je dirais, des sujets sous-jacents, parce que la maturité climatique, la maturité environnement derrière le climat, mais plus large que le climat, et la maturité sociale n'arriveront pas forcément en même temps, et donc les objectifs et les critères peuvent évoluer dans le temps. Donc ce sont des chantiers qui, à mon avis, sont très compliqués. Je pense que petit à petit, on va normer probablement un certain nombre d'indicateurs et de critères. Néanmoins, je pense que avant d'être universel, ce serait déjà bien si on arrivait à se mettre d'accord au niveau de l'Europe. Au niveau de l'Europe, oui, déjà, ce serait déjà effectivement une bonne chose. Alors, j'ai une dernière question de Philippe Lermy qui nous demande il peut aussi être possible, selon les critères de quantité imposés sur un marché dérivé, d'obliger les acteurs à agir sur des produits sous-jacents qui sont donc ESG. Oui, des critères de qualité. Oui. Non, mais je pense que de toute façon, la façon dont les marchés vont évoluer, c'est d'une part dans leur manière de fonctionner et de construire les produits et d'offrir les produits aux clients derrière, et les sous-jacents des produits eux-mêmes. Et c'est un vaisseau à plusieurs, c'est une fusée à plusieurs étages, puisqu'il y a l'étage effectivement du sous-jacent, du produit, puis il ne faut pas oublier non plus l'étage de l'entreprise elle-même, les banques, les assurances, les sociétés de gestion qui vendent les produits et leur propre comportement. Parce que ce qui me frappe encore un peu aujourd'hui, c'est quand on commence à avoir beaucoup finalement d'acteurs qui mettent de la pression sur leurs propres clients ou fournisseurs, et puis qui finalement, quand on regarde l'effort qu'ils font en interne, est peut-être un peu moins élevé. Comme je dis souvent, il vaut mieux commencer déjà par soi-même, et puis après, ça permet de mettre la pression aux autres. Donc, je pense que si on se met la pression à soi-même et qu'après, on va effectivement voir ses fournisseurs et ses clients en leur demandant les mêmes efforts, tous ces étages de fusée vont s'aligner et on pourra avoir une belle planète ESG. Effectivement. Alors, on n'a plus de questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être venu ce soir répondre à nos questions pour cette interview de Scout en Bourse. Elle sera rediffusée sur YouTube. Encore un grand merci. Merci à vous. Et à très bientôt, je l'espère. À bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir.